Bonjour à tous. Me revoici après une petite absence, suivant le second tour de la présidentielle. Non pas que le résultat du 24 avril m'ait particulièrement choqué, bien au contraire, il n'y avait là rien que de très prévisible. Donc, après cette petite absence pour raisons personnelles, je me reconnecte sur la seule actualité un peu originale des législatives, à savoir la nouvelle alliance de la gauche. Dans les autres bords politiques, on ne voit rien de très particulier. L'union du camp centriste vainqueur de la présidentielle et l'absence d'union du camp nationaliste, principalement du fait des rancunes de Marine Le Pen, tout cela ne surprendra pas grand monde. Vous pouvez aussi vous réjouir, il n'y aura pas d'épluchage de sondage dans cette chronique. Ce dont il va être question ici est de remettre cette dynamique de la gauche française en perspective, par comparaison avec les autres gauches ouest européennes et leurs évolutions depuis 2010. Je vais parler de la gauche française d'un point de vue extérieur, n'ayant personnellement plus de lien avec la gauche depuis une décennie. Lors de mes chroniques d'avant le premier tour, je m'attendais, comme à peu près tous les sondeurs, à ce que l'ensemble des gauches soit sous les 30% des suffrages exprimés. Avec près de 32% des voix le 10 avril, la gauche en France semble avoir retrouvé un début de dynamique, alors que sa tendance de fond, depuis 30 ans, était à la régression, passant de quasiment une moitié des électeurs à la fin des années 80 à un petit tiers, voire un gros quart, en 2017. Plusieurs sujets ont pu porter ce mouvement en faveur de la gauche. Les sujets entremêlés de la précarité et la perte du pouvoir d'achat, mais aussi l'environnement, ou encore, depuis 2020, le dénuement des services publics qui s'est montré particulièrement criant lors de la pandémie de Covid. Mais ces sujets sont loin d'être spécifiques à la France. Alors, ce mouvement de redressement électoral de la gauche est-il limité à notre pays ? Dans plusieurs pays ouest européens, on a assisté à un moment populiste au milieu de la décennie, mais qui n'a pas été couronné de succès, permettant aux gauches radicales de prendre le pouvoir. Puis, vers 2018 et 2019, en Espagne et en Italie, puis en Allemagne en 2021, les gauches reviennent au gouvernement, mais sous la forme d'un retour au centre-gauche. Avant de continuer, je vais préciser ce que j'entends par populisme, vu que ce terme va revenir plusieurs fois dans la chronique. Il y a une mauvaise signification de ce terme qui renvoie à la démagogie pure et simple. Mais il y a une signification défendable sur le plan politique, qui est la revendication de la démocratie directe, ou avec le moins d'intermédiaires entre le peuple et les décideurs. Sur le plan économique, ce qui caractérise les populistes est la remise en cause du consensus dominant des années 1990 à l'échelle européenne. Autrement dit, la remise en cause de l'économie de marché mondialisée, mais avec un certain niveau de régulation interne, et donc le consensus autour de la lutte contre l'inflation et les déficits publics. Les populistes, à gauche en tout cas, vont soit s'opposer en partie au libre-échange, soit réclamer une action volontariste de l'État avec plus de dépenses, quitte à sacrifier plus ou moins la valeur de la monnaie. Ou alors ils vont choisir les deux orientations, volontarisme économique budgétaire et opposition au libre-échange. Alors, à quoi peut-on s'attendre pour la NUPES, donc le nom de la nouvelle alliance du PS, du PCF, de LFI et d'Europe Écologie, et à quoi pourrait-on s'attendre pour un éventuel gouvernement Mélenchon si la gauche française actuelle gagnait les législatives et pouvait faire entrer son principal candidat à la présidentielle à l'hôtel Matignon. Cette perspective est objectivement peu probable, mais la comparaison avec les autres pays européens est utile pour prédire ce qui attend la gauche française, même en cas de reprise du pouvoir. Arrêtons-nous brièvement sur la NUPES dans son contenu. L'accord programmatique complet est tout juste déclaré au moment où j'écris, mais il reprend globalement des points des programmes de LFI et du PCF, tels que la retraite à 60 ans, l'augmentation du SMIC à 1 400 € net, voire 1 500 selon Jean-Luc Mélenchon récemment, mais aussi le blocage des prix de certains produits de première nécessité. Par contre, sur la question européenne, l'impact de l'alliance entre LFI et Europe Écologie et le PS se voit déjà. Aucune remise en cause des traités européens, ni de l'appartenance de la France à l'Union européenne n'est envisagée. Seul sera admis le non-respect de certaines dispositions des traités, comme la limite du déficit budgétaire à 3% du PIB, limite que la France respecte déjà peu. Sur le nucléaire, les députés du PCF et du PS défendront les orientations de leur formation propre. Les mauvaises langues diront que le temps mis à formuler un programme commun, à 3 semaines du premier tour des législatives, est un indice du peu de foi des différents membres de l'Alliance en leur potentielle victoire. Mais n'écoutons pas ces médisances et gardons une chose en tête. À lui seul, Jean-Luc Mélenchon a réuni plus des 2/3 des suffrages de la gauche le 10 avril. En cas d'arrivée à Matignon, c'est en grande partie son programme, celui de l'Union populaire, qui serait mis en pratique. Or, ce programme inclut l'augmentation très forte des dépenses publiques, plus 250 milliards d'euros par an, alors qu'elle dépasse déjà les 1 400 milliards d'euros en France en 2021.
Une telle progression des dépenses aurait très peu de chances de ne pas faire réagir la Commission européenne, voire le Parlement européen. La Commission pourrait mettre en garde la France contre un dérapage probable de son déficit budgétaire. Une épreuve de force entre Paris et Bruxelles serait inévitable. Et pour cela, la France aurait besoin d'alliés dans le continent, d'alliés de gauche en l'occurrence. D'où la nécessité de savoir comment se portent les autres gauches des principaux pays d'Europe de l'Ouest pour estimer si elles pourraient se coordonner avec une gauche mélenchonienne, en plus de voir si les évolutions de ces gauches pourraient annoncer le futur de la gauche française. Je me focaliserai sur nos 4 plus grands voisins immédiats, l'Espagne, l'Italie, l'Allemagne, et bien qu'ils ne soient plus membres de l'Union européenne, le Royaume-Uni. Je commencerai par l'Espagne et l'Italie, les pays qui, les premiers, ont connu un moment populiste, allant jusqu'à remettre en cause le clivage droite-gauche. Partons sur le cas espagnol. Le parti historique de la gauche espagnole depuis la fin du franquisme, le PSOE, Parti socialiste ouvrier espagnol, a occupé le pouvoir de 1982 à 1996, principalement sous la direction de Felipe González, puis y est revenu avec la victoire assez imprévue de Zapatero face à Aznar en 2004, dans le contexte immédiat de l'attentat de Madrid. En 2011, alors que l'Espagne n'était pas encore remise de la récession de 2009 et ignorait qu'elle allait en subir une autre en 2012, ce fut la droite, donc le Parti populaire, qui reprit le gouvernement. Et ce, malgré les vagues de protestations naissantes contre le système capitaliste libéral, qui avait été particulièrement visible en Espagne au travers des indignados, les indignés dont on se rappelle à peine de leurs équivalents français qui campaient à la Défense durant la même année 2011. La gauche institutionnelle espagnole va rester en état de faiblesse de 2011 à 2018, pendant que va émerger Podemos. Ce nouveau parti va être à la convergence de la gauche radicale et des théories politiques populistes pour lesquelles le clivage pertinent n'est plus l'opposition droite-gauche, puisque le PSOE est considéré comme faisant la même politique que le PPE, donc le Parti populaire espagnol, donc la droite, mais l'opposition principale serait entre le peuple et les élites. En parallèle des mesures sociales, parmi lesquelles figure la création d'un revenu de base universel, Podemos a revendiqué la démocratie directe et une certaine méfiance face aux traités européens, en particulier celui de Lisbonne de 2008. Donc Podemos se situe dans un euroscepticisme modéré ou alter-européisme si vous préférez ce terme. Podemos se distingue aussi du PSOE par son ouverture à de possibles votes d'autodétermination des provinces autonomes telles que la Catalogne, sans être pour autant favorable à leur indépendance. Électoralement, Podemos fit irruption en dépassant les 20% des voix aux élections générales de 2015, puis s'allia avec une autre coalition de gauche, Izquierda Unida, devenant ainsi Unidos Podemos, qui obtint 21% des suffrages aux élections générales anticipées de 2016. Le tournant politique se produisit en 2018, quand le chef du PSOE, Pedro Sánchez, parvint à faire tomber le premier ministre du PPE, Mariano Rajoy, et prit sa place en se basant sur une nouvelle coalition. Sánchez organisa des élections générales en 2019, puis dut les refaire à l'automne, faute de majorité parlementaire claire. Au travers de ces 2 élections, le PSOE se refit une santé, dépassant les 28% après être descendu à 22% en 2015 et 2016. Unidos Podemos, devenu Unidas Podemos, entra dans la coalition gouvernementale, mais en ayant régressé depuis 2016 à toutes les élections intermédiaires et tombant sous les 15% en 2019. Podemos verra en 2021 le retrait de son chef historique, Pablo Iglesias, après avoir connu une scission entamée par l'ancien numéro 2 du parti, Íñigo Errejón, qui fonda un autre mouvement de gauche, Más País. Après l'Espagne, voyons maintenant le cas italien. L'Italie a eu depuis le début du XXe siècle la réputation d'être le laboratoire politique de l'Europe, ayant inventé le fascisme, l'eurocommunisme après-guerre, puis la droite entrepreneuriale de Berlusconi dans les années 80. Durant les années 2010, va naître un mouvement qui refuse initialement d'être un parti politique et qui est allé plus loin que Podemos en Espagne dans l'affirmation d'une ligne populiste clairement située au-delà de la gauche. Né autour de l'humoriste Beppe Grillo, le Movimento Cinque Stelle se base sur 5 problèmes concrets que sont la propriété publique de l'eau, l'environnement, le développement, les transports et l'énergie. Dans le mouvement, les décisions sont prises par des votes en ligne. Certaines positions du mouvement l'éloignent de la gauche, comme l'opposition aux migrations illégales, mais aussi le parti pris anti-vaccin de Beppe Grillo. Le mouvement est aussi, à ses débuts, eurosceptique et anti-euro. Le M5S émergea dès 2013, où il obtint plus de 25% des voix, à 4 points seulement, des coalitions de gauche et de centre-droit, et nettement devant la coalition de centre européiste de l'ancien président du Conseil, l'équivalent de Premier ministre, Mario Monti. En 2016, le M5S emporta les municipalités de Rome et de Turin. Le mouvement va se développer en parallèle d'une autre évolution populiste, celle de la droite, où la Lega Italiana, l'ancien parti séparatiste du Nord,
qui va dépasser largement Forza Italia, va imposer ensuite nationalement des thématiques anti-euro. Aux élections générales de 2018, le M5S et la Lega parvinrent au pouvoir en coalition, où le M5S était en tête, ce qui plaça Giuseppe Conte à la présidence du Conseil de la République, et non pas à la présidence de la République, qui est un poste beaucoup moins puissant en Italie. Mais la coalition, donc du M5S et de la Lega, recula sur la sortie de l'euro, et l'alliance entre les deux partenaires devient électrique. Le M5S se brûla les ailes. Le rapport de force en termes d'intention de vote s'inversa en faveur de la Lega, qui n'attendait en 2019 que des élections anticipées pour imposer la victoire d'une coalition de droite. Mais un retournement, comme en Espagne, va se produire en 2019. Le gouvernement, donc M5S et Lega, se rompit, et le M5S accepta de s'allier avec le centre-gauche européiste, du Partito Democratico. Ce dernier donc reprenant le pouvoir, et désormais, le M5S est objectivement aligné sur le centre-gauche, en ayant renoncé à tout ce qui rendait son populisme saillant. Le M5S a reculé de la première place des partis politiques en termes d'intention de vote de 2018 à la 4e place aujourd'hui. Voyons maintenant un autre cas, hors de l'Union européenne, qui est le Royaume-Uni. Au Royaume-Uni, donc, l'arrivée de Jeremy Corbyn à la tête du Parti travailliste en 2015 marqua le début d'un autre mouvement populiste qui, contrairement au cas du M5S, va rester très nettement marqué à gauche et reprendre des formes déjà existantes de la contestation travailliste historique. Corbyn est marxiste, associé au mouvement anticolonialiste, tiers-mondiste, voire anti-israélien. Mais surtout, en 2015, il avait fixé sa ligne sur la lutte contre l'austérité budgétaire. En effet, après la montée des dépenses publiques lors de la crise de 2007-2009, sous le gouvernement de Gordon Brown, successeur du néo-travailliste libéral et atlantiste Tony Blair, les conservateurs arrivèrent au pouvoir en 2010 sous la conduite de David Cameron. Celui-ci, allié aux libéraux démocrates, va gouverner une première fois jusqu'en 2015 en se donnant pour objectif de réduire les dépenses publiques. Notons aussi que les conservateurs, ou Tories, qui n'avaient plus été au pouvoir depuis John Major en 1997, étaient toujours dans le prolongement de la ligne de Margaret Thatcher, avec l'européisme en plus pour Cameron. C'est donc en réaction à l'austérité Tory, mais aussi aux privatisations héritées des années 1980 et 90, que le corbynisme triompha en 2015, de façon assez surprenante, dans le parti hégémonique de la gauche britannique. Mais comme en Italie, ce populisme de gauche va se développer en parallèle d'une autre contestation, essentiellement sur la droite de l'échiquier politique. En 2014, le parti anti-Union européenne UKIP arriva en tête des élections européennes. En 2015, David Cameron et les conservateurs gagnèrent les élections générales en promettant un référendum sur l'appartenance du Royaume-Uni à l'Union européenne. Le pro-européen Cameron espérait une victoire du maintien dans l'UE afin de réduire au silence pour longtemps les Brexiters. Vous savez comment cela se finira en juin 2016. Mais cette victoire des souverainistes britanniques n'aurait pas pu être obtenue seulement par la droite. Et c'est une partie de l'électorat travailliste, hostile au modèle libre-échangiste associé à l'Union européenne, qui va faire pencher la balance pour le Brexit le 23 juin 2016. L'affaire du Brexit va être paradoxalement une victoire, puis un bourbier pour Jeremy Corbyn. Contrairement aux conservateurs au pouvoir, qui ont dû changer leur commandement suite au référendum, David Cameron cédant sa place à Theresa May, les travaillistes, eux, gardèrent les mêmes cadres. Et ceux-ci, contrairement à leur électorat, étaient quasiment unanimement anti-Brexit, hormis Corbyn lui-même. Les européistes de la gauche britannique vont reprocher au chef du Parti travailliste sa position ambiguë sur le sujet. Et ce alors que le destin allait offrir un pouvoir de blocage inespéré aux travaillistes avec les élections générales anticipées décidées par Theresa May au printemps 2017. Des élections qui se finirent en juin de la même année par un recul des conservateurs et la perte de leur majorité absolue à la Chambre des communes. Tout au long des 2 années et demie qui vont suivre, Corbyn et ses parlementaires purent mettre des bâtons dans les roues des conservateurs, en particulier lors du chemin de croix des négociations de sortie avec l'Union européenne, menées de façon qu'on dira au minimum maladroite par le gouvernement de Theresa May. En fait, le Brexit est passé assez près d'une annulation pure et simple, et beaucoup à gauche et au centre ont reproché à Corbyn de ne pas avoir déclenché cette annulation. Mais sans doute Corbyn ne le souhaitait-il pas. Là encore, vous connaissez la fin. À l'été 2019, Boris Johnson prit la tête du gouvernement, il obtint laborieusement de nouvelles élections et les remporta largement en décembre. Les travaillistes subirent une de leurs pires défaites depuis des décennies, et Corbyn dut renoncer à la direction du Parti travailliste en avril 2020. Il fut remplacé par Keir Starmer, député de centre-gauche, anti-Brexit notoire, qui a ramené la ligne du parti vers le centre-gauche, comme au temps du blairisme. Terminons ce tour de vue au centre de l'Europe, avec le cas allemand. L'histoire de la gauche allemande depuis une quinzaine d'années diffère des 3 autres pays européens déjà vus, car le moment populiste n'a jamais eu lieu dans la République fédérale,
ou de façon minoritaire. L'Allemagne a cette particularité d'avoir une stabilité politique forcée, pour certaines raisons bien connues, depuis 1945. Pour les mêmes raisons, l'Allemagne est aussi contrainte au centrisme, avec de rares passions politiques autorisées, dont celle de la stabilité de la monnaie, de l'économie de marché, mais aussi de l'écologisme depuis les années 70. Les deux grands partis de la gauche en Allemagne fédérale, depuis la marginalisation du Parti communiste allemand qui remonte au début de la guerre froide, sont le SPD, le Parti social-démocrate, et les Grünen. Le premier est l'un des plus anciens partis socialistes d'Europe, avant de renoncer au marxisme en 1959. Le second fut l'un des premiers partis écologistes européens à émerger électoralement dans les années 1980. Les Grünen étaient initialement antimilitaristes et par conséquent anti-atlantistes. Puis, dans les années 1990, sous les impulsions du chancelier Gerhard Schröder pour le SPD et de Joschka Fischer, ministre des Affaires étrangères, les rouges comme les verts ont évolué vers le centre. Ce changement se fit sur le plan géopolitique, Joschka Fischer étant en pointe dans les aventures balkaniques occidentales, de la Croatie au Kosovo, mais pas jusqu'à l'Irak où l'Allemagne, comme la France et la Belgique, refusaient de s'engager, mais cette évolution fut aussi économique. Schröder initiant les réformes Hartz, réduisant les droits des chômeurs au nom de la flexibilité de 2003 à 2005. La principale réaction à ces réformes fut la création de Die Linke dans les années 2000, par une alliance entre l'ancien SPD Oskar Lafontaine et les socialistes de l'ex-RDA. Cependant, Die Linke ne dépassa jamais les 12% des voix aux élections générales, et est plutôt en baisse constante depuis, et Die Linke ne fit jamais son entrée au gouvernement. En parallèle, là encore, l'autre populisme allemand, initialement dirigé contre l'euro puis contre l'immigration, l'Alternative für Deutschland, n'a pas non plus réussi à dépasser les 13%, ni à sortir de sa marginalisation pour entrer dans une alliance gouvernementale. L'Allemagne est donc largement passée à côté du moment populiste qu'ont connu d'autres pays. Les causes peuvent en être la culture du consensus germanique d'après-guerre. De 2005 à 2009, puis de 2013 à 2021, le SPD a participé au gouvernement en coalition avec la CDU, le parti dominant de la droite allemande. Ce genre de coalition droite-gauche existe aussi en Autriche. Mais surtout, la cause principale de cette stabilité politique en Allemagne est que l'essentiel de l'électorat allemand, plus âgé qu'en France ou au Royaume-Uni, s'accorde sur le bien fondé de son système social et économique, puisque celui-ci semble avoir très bien fonctionné depuis 2005. Et la majorité des Allemands n'ont aucune envie de remettre en cause l'Union européenne, dont les fondements reprennent ceux du modèle ordolibéral allemand. La France est donc le seul des 5 grands pays ouest européens où un parti de gauche radicale est devenu hégémonique dans l'ensemble de la gauche. Podemos n'y est pas parvenu en Espagne, Die Linke encore moins en Allemagne, le M5S n'est pas en soi strictement de gauche, le Labour n'est pas en soi radical, et encore moins depuis 2020. Admettons que la NUPES puisse gagner les législatives, et Mélenchon être Premier ministre. Il aurait au sein de l'Union européenne plusieurs interlocuteurs supposément de gauche, à Berlin, Rome et Madrid. Mais quels seraient ces points d'accord avec eux ? Soit Mélenchon serait prêt à une rupture avec les traités européens, et il serait isolé en Europe, ce qui ne serait pas forcément un mal en soi, mais pourrait déchirer la NUPES entre LFI d'un côté, le PS et EELV de l'autre, soit il reste en phase avec l'Union européenne, et donc on verra encore une transformation d'une dynamique de gauche radicale vers un retour au centre-gauche. Conclusion. À l'échelle française, la NUPES est-elle durable ? Sans même parler des tensions entre gouvernements européens, le tour de vue des gauches, chez 4 de nos voisins, permet d'imaginer ce qui guette la NUPES. Comme je le disais dans ma précédente chronique, le premier tour de la présidentielle a révélé l'existence d'un électorat sous-estimé par les sondeurs et qui avait choisi Mélenchon, moins par adhésion à sa personne, son mouvement ou son projet, que par vote utile pour un changement global. Mais il faut garder en tête qu'il existe plusieurs segments électoraux majeurs qui restent peu perméables au vote de gauche radicale. Celui des seniors, celui des classes aisées et diplômées, celui de l'électorat ouvrier et employé d'âge médian qui préfère souvent le vote nationaliste. Les 2 premiers segments électoraux que j'ai cités s'abstiennent très peu de voter. Inévitablement, dans les premiers tours des présidentielles ou des législatives, la gauche, si elle est conduite par un mouvement de gauche radicale, rencontrera un plafond de verre comme celui que l'on attribue au Rassemblement national. L'un des moyens de s'en sortir serait de rallier l'électorat populaire qui vote pour les nationalistes. Mais les partis pris pro-immigration et anti-islamophobie amorcés par LFI depuis 2019 ne vont pas aider à faire se réaliser un tel scénario. De plus, une union des populismes ferait partir immédiatement le PS, Europe Écologie et peut-être même le PCF hors de l'Alliance, laissant Mélenchon, ou son futur successeur, ou sa future successeur, avancer sur leur seule troupe. Le risque est que, seule, la gauche radicale s'épuise à rechercher vainement la victoire et qu'à terme,
Une partie de ces cadres et électeurs se retournent vers le centre-gauche en renonçant à une partie de leur programmatique contre une plus grande espérance de succès gouvernemental. Pour ne pas connaître le sort des gauches espagnoles, italiennes ou britanniques, la gauche radicale dont Mélenchon se veut aujourd'hui le tribun et le dirigeant doit trouver le moyen de convaincre une partie des élites et une plus grande partie encore de l'électorat ouvrier et employé, non seulement celui qui s'abstient aujourd'hui, mais même celui qui vote RN, de rejoindre ses rangs. Voilà, merci d'avoir écouté ce petit panorama. Je vous suggère de vous abonner et de souscrire aux Médias pour tous, mais aussi d'aller faire un tour sur ma chaîne. Les liens sont dans la description.